souhaite donc la bienvenue dans cette réunion d'ouverture de la section d'ALF de Toulouse, qui opère déjà depuis un an, mais je vois avec plaisir que la section prend un ton plus militant, plus actif. Nous avions fait des conférences tous les mois, mais là, je vois qu'il y a un programme d'action et un embryon d'organisation qui se met en place. Donc, je vais vous parler, comme c'est la tradition, pour toute ouverture d'une année militante, je vais vous parler d'un sujet qui est assez habituel, parce que c'est une question que l'on nous pose souvent. Pourquoi sommes-nous royalistes? Il est vrai qu'on entend souvent nous dire, écoutez quand même, est-ce bien raisonnable d'être royaliste après plusieurs siècles d'interruption? Est-ce que c'est quelque chose qui est conforme à la réalité? Et surtout, la monarchie n'est-elle pas improbable? À cette question, Maurras a répondu par une argumentation très charpentée. Et il a écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il fournissait un grand nombre d'arguments, je dirais, techniques, qui puisent leur origine dans la science politique, donc des arguments très rationnels, qui permettaient d'inférer que la monarchie, pour la France, était une nécessité. Eh bien, je ne vais pas reprendre toute cette argumentation, qui est parfaitement juste et parfaitement charpentée, parce que je vais essayer d'aborder le sujet par un autre biais, en raison du fait que le monde a quand même beaucoup changé, et que les arguments de Maurras, qui sont valables toujours aujourd'hui, étaient plus valables pour justifier l'avantage d'une monarchie déjà établie, alors que, malgré tout, cette monarchie, pour l'instant, nous la plaçons dans l'avenir, mais elle ne fait pas partie, malheureusement, de notre présent. Alors, nous ne savons pas ce que sera la monarchie pour laquelle nous combattons. Quels seront les contre-pouvoirs et les procédures qui seront nécessaires pour établir un pouvoir indépendant et stable, incarnant la destinée de la nation française. Et c'est pour cette raison qu'il est totalement futile de suggérer, comme le font certains, des constitutions, des articles de loi avec des procédures concoctées par les juristes, parce qu'en fin de compte, tout le monde sait qu'une constitution, ça ne vaut que par l'usage que l'on en fait. Ça ne sert à rien de bâtir sur le papier des institutions mirifiques qui, par la suite, ne seront pas appliquées. Je me permets de vous faire observer que toutes les révolutions du XIXe siècle ont été faites de manière anticonstitutionnelle, et que les gens qui défendaient la Constitution ne l'ont pas fait. Sur la révolution de 1830, 1848, 1870, 1852, toutes ces révolutions se sont faites au mépris de la Constitution. Donc une Constitution n'a valeur que s'il y a derrière un esprit public qui la justifie et qui la maintient. Non, ce que nous allons faire, si vous voulez bien, c'est essayer de voir ce qui, dans le royalisme, est fondamental, ce qui répond implicitement à toutes les insuffisances de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, essentiellement, le principe dynastique. Car nous savons que le principe dynastique est fondamental, c'est l'alliance d'une famille à une nation. Et ça, c'est une notion essentielle, qui pour nous a énormément
de valeurs, dans la mesure où nous vivons dans une société dont Jacques Attali disait qu'elle devait être un monde liquide, un monde en liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire un monde liquide? Ça veut dire un monde dans lequel il n'y a plus aucun repère. Le monde dans lequel nous vivons, en vertu du système économique qui y règne et de l'idéologie qui y est associée, l'idéologie de la démocratie idéologique, n'est-ce pas, et du libéralisme, a pour but de briser tous les obstacles, de briser toutes les communautés et de liquider tout ordre social. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les résistances soient réduites afin que le marché n'ait devant lui que des individus atomisés, des particules élémentaires, selon l'expression de Houellebecq, n'est-ce pas, des individus atomisés que les conditionnements du marketing et de la réclame peuvent façonner à leur aise, ceci dans le but, évidemment, d'apporter, avec chaque innovation destructrice, une marge bénéficiaire et un profit, n'est-ce pas? Grande partie des innovations de notre temps présent n'ont aucune utilité. Qu'on fasse un écran plat à cristaux liquides ou à demi-chanfrein inversé, ça ne change rien. Ça donne un petit plus, mais tout ça permet de liquider, de jeter dehors, de jeter tous les matériels inutiles, d'augmenter le gaspillage et ainsi de réaliser du profit. Notre société est fondée sur la notion de liquidité. Elle a été théorisée par un homme comme Karl Popper dans son livre sur la société ouverte, mais il faut quand même remarquer qu'il y a 2 siècles et demi, Turgot, si vanté par l'histoire républicaine, nous disait à Louis XVI, il est le rôle de l'État de foudroyer toutes les résistances, tous les grumeaux qui s'opposent au marché. Le marché doit être fluide, il ne doit rien avoir qui s'y oppose. Je pourrais sur ce point vous donner de nombreux exemples de nature économique, mais je crois que c'est une chose qui paraît évidente pour nous. Et dans cette société, les médias, comme le joueur de flûte de Hamelin, conduisent les peuples d'Europe à la submersion. La submersion par l'invasion migratoire, ce qui correspond à une destruction collective. Tout cela, toujours dans le cadre de la volonté de générer des profits. Car je rappellerai à cet égard ce que disait l'ancienne patronne du MEDEF, qui disait « Le métissage doit pour nous être une source de profit. » Ça ne cache pas. Il joue franc jeu. Hein? Le patronat, le grand patronat, joue le franc jeu. Il ne nous dit pas « je suis du côté de l'ordre ». Pas du tout. Il nous dit « l'ordre social est une illusion, il doit être dissous ». Voilà. Le but, n'est-ce pas, du conditionnement idéologique que nous avons, c'est de détruire toute identité parce qu'elle est considérée comme un obstacle à cette bacchanale hédoniste et décérébrée de la consommation et du profit. Et les autorités morales que nous avons, y compris à leur plus haut niveau, hélas, hein, même à Rome, condamnent moralement tous les choix autres que la trahison collective. L'uniformisation du monde par le bas est le mot d'ordre de la mondialisation. L'objectif final, c'est l'indifférenciation, qu'il n'y ait plus de diversité, qu'il n'y ait plus de différence. Voilà. Voilà dans le monde dans lequel nous évoluons. Et évidemment, Maurras, malgré son réalisme, malgré sa lucidité, il était, je crois, difficile d'imaginer qu'il aurait affaire à une situation comme celle-là. Eh bien,
Justement, je voudrais vous dire qu'en tant que royaliste, et au-delà de tout raisonnement, sans même avancer un argument rationnel, en tant que royaliste, et dans la mesure où nous combattons pour un principe familial au sommet de l'État, nous sécrétons et nous ressentons dans cette fidélité un grand nombre de sens qui se répondent de nature mythique et qui se révèlent tour à tour. En quelque sorte, le royalisme contient déjà en lui-même un programme implicite. Je vais donc vous parler de ces implications du principe dynastique en l'abordant par deux points. D'abord, la famille en exergue, et ensuite les vertus qu'elle génère, qu'elles engendrent. Et d'abord, la première chose qu'il faut constater, c'est que dans la mesure où nous sommes partisans de cette d'évolution du pouvoir, du sommet de l'État, du symbole de l'incarnation de l'État à une famille, ça signifie que l'on ne combat pas pour un individu. Très important. En soi, être royaliste, c'est aller au-delà de l'individu. Ça signifie qu'on ne combat pas pour l'hypertrophie du moi, qui est malheureusement le fait de bien des chefs, petits ou grands. Vous comprenez, quand vous voulez prendre le pouvoir, eh bien, il faut que vous affirmiez votre moi. Et c'est un trait qui est propre à tous ceux qui se prétendent des chefs politiques, même des gens qui avaient des idées plus proches des nôtres. C'est une chose qui est inévitable. Comme le dit Montaigne, celui qui veut être César doit d'abord commencer par être Catilina. Trop souvent, en effet, les chefs se préfèrent au bien commun, surtout quand les revers commencent à arriver. Napoléon, par exemple, qui conduit sa destinée au mépris de l'intérêt durable de la France. Si on pense à cette expérience désastreuse que furent les 100 jours, les 100 jours dont la conséquence fut, outre des dizaines de milliers de morts français, mais surtout faire baisser de 3 ou 4 degrés la France dans l'échelle des nations. La conséquence des 100 jours. Tout ça pour un peu de gloire, la guerre demeure mais il se rempart. Bon, très bien, on salue, mais on a payé l'addition. Et Napoléon dira d'ailleurs, en ce sens, après Waterloo, à Sainte-Hélène, il disait « Il eût mieux valu pour le bien de la France et de l'humanité que je n'eusse pas existé. » Eh bien, Napoléon n'avait pas redonné un principe dynastique, il avait voulu le fonder, ce qui est très différent. Et évidemment, il ne pouvait pas accepter ce nécessaire effacement de l'individu devant le groupe, devant le salut public, qui est la nature du principe dynastique. Et ceci, c'est valable pour le représentant du principe, pour le chef de maison, mais c'est valable pour les royalistes également, qui ne combattent pas pour eux-mêmes, mais pour un principe incarné. Il y a là, il faut le remarquer, un antidote à la division, une invitation au dévouement que la compétition pour le pouvoir ne permet pas. Et ce n'est pas un hasard de voir qu'à l'Action française, on voit des gens qui, pour des raisons essentiellement personnelles, ont quitté nos rangs, qui finissent par créer leur petite chapelle, et qui peu à peu s'agrègent à nouveau à notre courant parce que le principe de monarchique est là et que c'est un facteur d'unité. Il n'y a donc pas d'individualisme dans le royalisme parce qu'il y a le groupe, la famille. Et la famille, en soi, ce n'est pas l'individu. La famille, c'est plus que l'individu. La famille, c'est même pas, comme le dit
Madame Majnodi d'Antignano, une famille, c'est un père, c'est un homme, une femme et des enfants. Non, c'est plus que ça, une famille. C'est plus que ça. La famille, c'est un groupe holiste. Saint Thomas d'Aquin disait, la famille est une société parfaite, en ce sens qu'elle trouve en elle-même sa propre fin. La famille est le premier et le plus durable des groupes. Il résiste à toutes les tentatives de destruction. Regardons ce que, depuis 2 siècles et demi, la République fait à la famille. C'est constant. Maurras disait, pour construire une démocratie, c'est construire sous un bombardement. Eh bien oui, la démocratie idéologique bombarde la famille sans arrêt, sans cesse. Par des lois fiscales, par des lois, des taxes, par la destruction de la nature des institutions, comme le mariage légitime, comme la reconnaissance des enfants, tout ça, c'est en permanence l'objet d'une destruction volontaire. Et pourtant, la famille survit. Elle se survit quand même. Maurras disait, la famille est le premier cercle humain à exister et le dernier à mourir, parce qu'il puise sa force à la source même de la vie. Et c'est valable également sur le plan économique. Le plan économique qui est un plan en principe prosaïque, n'est-ce pas? On n'est pas là dans le monde du dévouement dans l'entreprise. Oui. Mais dans l'entreprise familiale, parce que précisément, elle introduit une dose de gratuité dans ce qui est normalement monnayé, l'entreprise familiale est toujours beaucoup plus solide qu'une entreprise entre associés étrangers. Et la famille est le lieu presque unique de solidarité entre les générations, et bien sûr, c'est le propre du principe monarchique que de mettre la famille au cœur de sa propre logique. Or, il faut savoir que quand on dit la famille rend de grands services, il y avait un petit livre qui était paru dernièrement en défense de la famille par un démocrate chrétien et qui disait oui mais quand même l'État républicain doit reconnaître tout ce que la famille fait de bien par transmission des connaissances, solidarité, etc. etc. Mais c'est de la pure naïveté. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour rien que la famille est l'objet de l'acharnement séculaire des idéologues républicains. Ils savent bien quel est le rôle de la famille. Mais justement, c'est ce qu'ils lui reprochent. Ils reprochent à la famille de transmettre. Ils reprochent à la famille d'être une source de transmission de connaissances et de résistance patrimoniale, parce que justement, ce qu'ils veulent, c'est détruire l'ordre social. Faire de l'homme, comme le disaient les philosophes du XVIIIe siècle, une pâte molle que l'on peut modeler à sa guise, n'est-ce pas? Voilà. Ils savent très bien que la famille est un pôle de résistance archétypique contre les matraquages, contre les conditionnements, tous ces projets de fabrication d'un homme nouveau, bâtis sur un modèle abstrait. Pas pour rien que Pol Pot, par exemple, qui prenait ses leçons de l'enseignement primaire et secondaire français, n'est-ce pas, et des philosophes du XVIIIe siècle, pas pour rien que Pol Pot disait « il faut tuer sans haine tous ceux qui ont connu une autre société que celle du communisme, et donc qui ont reçu des connaissances qu'ils doivent perdre. » C'est très important. Et vous savez, c'est toujours comme ça. Il suffit de voir les écrits de M. Peillon, ministre de l'Éducation nationale, ex-ministre de l'Éducation nationale, pour voir ce qu'il pense. Il ne se cache pas du tout. Les enfants n'appartiennent pas à leur famille, ils appartiennent à l'État. Voilà ce qu'il a osé dire. Bien. Et bien sûr, cette haine de la famille, cette haine séculaire et renouvelée toujours, se manifeste par l'hostilité au patrimoine familial, à la richesse familiale, mais aussi et surtout, à la transmission d'un capital humain irréductible, biologique, culturel et mythique. Et oui, quand vous lisez les commentaires des instituts de formation des maîtres,
il est dit clairement que les programmes scolaires doivent être faits pour que les parents ne puissent pas aider leurs enfants. Parce que s'ils aident leurs enfants, ils vont transmettre une connaissance que d'autres familles n'ont pas. Il faut repartir à zéro. Il faut refaire la société à zéro. C'est le rêve de la Révolution. À la Révolution française, on a dit, la France n'existe plus, il y a maintenant une France. Hier, les Français n'avaient pas de patrie, aujourd'hui, ils en ont une. Voilà ce que disait Aulard, j'inventerai. Alors, je vais essayer de vous montrer en quoi le royalisme est l'aboutissement de ces réalités familiales, biologiques, culturelles et mythiques. Et d'abord, la réalité biologique. C'est qu'une famille, c'est fondé sur la filiation. La filiation, qu'est-ce que c'est? C'est la transmission par le sang. Le sang. Mais le sang, c'est un mot qui est considéré carrément comme une obscénité aujourd'hui. Et les philosophes du système ne cachent pas qu'il faut que le sang ait de moins en moins de part dans la société, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le sang est obscène? Parce que le sang n'est pas le fruit d'une délibération rationnelle. On est un enfant, on est dans une famille sans l'avoir voulu. Vous me direz, c'est absurde, mais c'est le fondement de la société moderniste, la société moderne de la démocratie idéologique est fondée sur cette idée que c'est en permanence. Je ne cache rien. Olivier Duhamel a écrit un livre, un gros bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est la démocratie ?» et il dit dans les premières lignes, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est pas du tout un procédé, c'est pas du tout les élections, c'est pas du tout des procédures, des contre-pouvoirs, c'est pas ça du tout. La démocratie, c'est la substitution progressive des délibérations rationnelles à des processus, à des procédés mentaux hérités. Substituer partout le voulu au reçu. Voilà. C'est toute une philosophie. Et bien, il est évident que là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus abject pour la société d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que Finkielkraut a parfaitement raison d'appeler l'antiracisme le communisme du XXIe siècle. Parce que cette idéologie, qui est développée officiellement, enseignée par matraquage aux élèves, aux enfants dès leur plus jeune âge, l'idéologie de l'antiracisme, n'est-ce pas, ne s'attaque pas seulement à la théorisation abusive établie par les savants du XIXe siècle, la théorisation de race biologique, elle s'attaque à tout ce qui est en relation avec la filiation naturelle. Le mot race, nous savons bien, en français, a plusieurs sens. Et le sens employé par Vacher de la Pouge, Chamberlain et tous ces théoriciens faussaires, n'est-ce pas, ce sens est un sens tout à fait minoritaire. Le sens général de race, ça veut dire famille, ça veut dire ethnie, ça veut dire tout ce qui est transmis par filiation. Bien, le lignage, on dit de manière tout à fait courante, le lignage à la place de la race, c'est la même chose, le groupe culturel, la famille élargie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, M. Macron, l'Assemblée de Macron vient de voter une loi qui interdit d'employer dans tout texte officiel le mot race sans le faire précéder du mot prétendu. Alors vous voyez ce que ça donne quand vous prenez le vers de Racine, fais connaître à mon fils, dit Andromaque à sa confidente, fais connaître à mon fils les héros de sa prétendue race. Ou bien Jean-Philippe Rameau
dans son opéra Céphise, vive la prétendue race de nos rois. Et Mistral, lève-toi, prétendue race latine. Vous voyez, nous sommes dans le loufoque. En fait, le système dominant dans nos sociétés issues des Lumières déteste toute l'hérédité, parce que l'hérédité ne peut pas être maîtrisée par la raison ou par la volonté. Dans l'hérédité, ce n'est pas l'individu qui commande, c'est l'espèce qui prend le commandement, et nous n'y pouvons rien. La filiation naturelle est bien une insulte à la raison souveraine, mais parce que, précisément, il y a des choses qui dépassent la raison. Et ça aboutit... Excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Voilà. Et ça, bien entendu, c'est une chose que nous voyons par le biais de quantité de lois. Toutes ces lois ont pour but de libérer l'homme du XXIe siècle de toute contrainte reçue sans que le choix personnel n'y ait aucune part. On est dans une famille sans l'avoir voulu, on reçoit des bienfaits que l'on n'a pas choisis et des tares que l'on n'a pas commandés, et pour cause. Eh bien, le chef d'une maison royale reçoit cette lourde mission sans l'avoir postulée. Et souvent, c'est une charge terrible. Mais parce qu'il l'a reçue avec le sang de ses pères, dans cette filiation naturelle, que les idéologues ont toujours haï et méprisé comme triviale et prosaïque. Il y a quelques années, la Ligue danoise des droits de l'homme a déposé un recours contre la monarchie héréditaire. Le Danemark est une monarchie, vous savez, un recours au motif que le caractère de la monarchie, du principe héréditaire, était exclusif et injuste, car il échappe au choix individuel. Selon ces défenseurs de ce recours, n'est-ce pas, le droit des princes était bafoué par cette profession, celle de prince, de droit éventuellement, qui leur était imposée à la naissance. Eh bien, voilà, évidemment, ça a été refusé, ça a été rejeté par la Cour suprême danoise, mais la logique du système, la logique du recours n'était pas absente. Et pourtant, quelle force dans le lien filial qui dépasse toute raison, qui transcende toutes les mesquineries et pourra y accéder, bien entendu, à une dimension supérieure. L'ancienneté d'une filiation, c'est un miracle humain. Une dynastie ancienne, c'est un objet d'étonnement. Il y a un savant arabe, un grand philosophe arabe du XIIIe siècle, qui s'appelle Ibn Khaldun. Eh bien, Ibn Khaldun, qui faisait une analyse de la situation royale, Malek, les Arabes, les rois des royaumes arabes, et il expliquait qu'une monarchie, une dynastie, ne peut pas durer plus de 3 générations. Parce que la première génération fonde, la deuxième administre, la troisième dilapide. Voilà la théorisation de la monarchie qui est faite par Ibn Khaldun. Eh bien nous Français, nous avons une dynastie qui a 42 générations. Voilà. C'est un miracle. C'est quelque chose qui mérite l'étonnement. Je pourrais développer ce point, mais il est vrai que le maintien d'un lignage qui reste fidèle à ses conceptions, à son origine, c'est quelque chose d'un objet d'admiration, d'étonnement et de réconfort. D'autre part, l'hérédité n'est pas seulement biologique, elle est également un héritage spirituel. À travers le sang, il y a la transmission d'un héritage spirituel. C'est Louis XIV qui fait venir le régent Philippe, le futur régent, il n'est pas encore régent puisque le roi n'est pas encore mort, Philippe d'Orléans, qui est l'ancêtre du comte de Paris actuel, et il lui dit « Je vais mourir. Vous allez voir un roi dans la tombe et un autre dans le berceau. Souvenez-vous toujours de la mémoire de l'un et des intérêts de l'autre. » Voilà, si vous voulez, toute la monarchie, tout le principe monarchique est là-dedans. L'expérience séculaire
l'omniprésence de la famille et la mémoire. Et là, bien entendu, la République manifeste, là encore, la haine de la famille à cause de cette transmission qu'elle rejette. Il ne faut pas croire qu'elle la justifie, qu'elle la comprend. Non, non, c'est pour elle un motif d'aversion. Donc, dans l'enseignement, on préfère que les élèves soient nuls, que la langue française soit abâtardie, que des connaissances inutiles soient données aux enfants, plutôt que laisser se perpétuer une source de différenciation, donc d'inégalité, avec évidemment les succès que nous connaissons. Et quel est l'héritage spirituel de la monarchie? Quel est l'héritage spirituel du roi de France? Eh bien, c'est la France. L'inestimable cadeau que nous avons reçu de nos pères, cette richesse incommensurable de beauté, de poésie, de paysages, de monuments, de traditions, de raffinement, qui vont de la recette de cuisine pieusement conservée à travers les générations aux chants séculaires que les jeunes apprennent de leurs aînés. Tout ce formidable patrimoine spirituel que jamais, dût-il vivre 100 000 ans, aucun individu ne pourra rembourser aux générations antérieures et dont les rois de France furent les gardiens attentionnés et obstinés avant que la Révolution ne commence à le fragiliser, avant de le brader de plus en plus vite. Car une nation, c'est d'abord un ensemble de familles. La dynastie nationale, c'est donc un lien entre les générations. Et à ce titre-là, je voudrais vous parler d'un pape qui a quelquefois dit des choses que l'on peut trouver critiquables, mais à qui il doit être beaucoup pardonné, Jean-Paul II. Car, vous le savez, il a reçu comme une souveraine Zita, la dernière impératrice d'Autriche, et toute la curie lui avait dit « c'est absurde, vous recevez une vieille femme qui n'est rien ». Et il répondait toujours « c'était la souveraine de mon père ». Voilà une réponse qui est assez jolie et qui montre qu'il savait ce que c'était que le lien entre générations. Grâce à ce lien filial, les siècles ne s'égrènent pas comme des notes discordantes, mais comme une mélodie. Ainsi, sous le regard des rois, la France devient une pérégrination des Français morts, vivants et à naître, et non pas un agrégat instantané et éphémère. Je vais maintenant aborder les vertus qui sont engendrées par le principe de monarchique et dont nous, royalistes, nous bénéficions par le fait même. Le royalisme, pour ceux qui s'y dévouent, est à l'origine de notables vertus, vertus sociales et vertus personnelles. Et la vertu, vous le savez, c'est d'abord une force. Au latin, virtus, qui signifie la force. La vertu, c'est une force. Eh bien, la famille, en soi, est créatrice de fierté, d'honneur et de vertu. Mais le royalisme apporte une dimension plus vaste. D'abord, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est cette vertu essentielle qui est le premier corollaire de l'engagement et de la fidélité royaliste. La reconnaissance pour les bienfaits que la famille capétienne a dispensés sans compter au cours des siècles. Vertu éminemment civique que la reconnaissance, c'est-à-dire, comme le dit ma femme, aristocratique. Se souvenir des services rendus, des peines consenties par ceux qui nous les ont données, le sens du sacrifice, ensuite. Car il ne peut exister ni civisme véritable, ni communauté durable, si les membres du groupe ne sont pas prêts à risquer leur vie pour lui, ce qui est évidemment, par nature, totalement irrationnel. Puisque si vous combattez pour votre intérêt, à partir du moment où vous êtes mort, votre intérêt ne représente plus rien. Par nature, le sacrifice suprême que nos grands-parents ont fait il y a un siècle, eh bien, ne pouvait pas être récompensé de leur vivant. Donc il y a quelque chose de naturellement suprarationnel. Et c'est bien plus naturel de risquer, de prendre des risques,
pour un principe incarné que pour une abstraction. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des héros, et personne ne sait ce que vaut sa propre détermination. Mais tout le monde doit reconnaître la valeur de l'héroïsme. Le royalisme ne peut pas s'accommoder de la valorisation de l'anti-héros. Deuxièmement, la méfiance pour l'utopie. Se référant à un passé sans vouloir le reproduire à l'identique, ce qui est évidemment absurde, mais en acceptant les principes, voulant continuer la société dans ce qu'elle a de valable, en voulant perpétuer la tradition, le royalisme, par nature, se méfie des espérances trompeuses qui prétendent apporter une aube nouvelle à l'humanité, que ce soit le communisme, le socialisme, le fascisme, le national-socialisme, toutes ces baleines échouées, toutes ces religions messianiques et séculières qui commencent dans le discours, se poursuivent dans le sang et se terminent dans l'échec. Avec le royalisme, on sait qu'on ne tombera pas sur ces écueils, il n'y a pas d'insécurité, on sait où l'on va. Enfin, la famille, par définition, elle suppose l'existence d'enfants. La famille est productrice d'enfants, elle renouvelle l'humain dans la société. Et il n'y a pas de dynastie sans héritier. La notion même de dynastie suppose sa perpétuation. En France, vous le savez, hein, d'après les lois de succession, c'est la famille agnatique, c'est-à-dire que la famille se compose exclusivement des personnes ayant reçu du même ancêtre, de mâle à mâle, le même sang et la même culture. C'est cela qu'on appelle les agnats. Eh bien, ce principe, par nature, il est totalement à l'opposé de ce qu'on nous enseigne dans la société où nous vivons. Ce n'est pas par hasard, si la plupart des dirigeants d'Europe occidentale n'ont pas d'enfants. Ben, passons les revues. Merkel n'a pas d'enfant, Theresa May n'a pas d'enfant, Macron n'a pas d'enfant, Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, n'en a pas, Charles Michel, le Premier ministre de Belgique, n'en a pas, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, n'en a pas non plus. Ces deux derniers ne sont même pas mariés. Et quant à Xavier Bettel, au Luxembourg, il est bien marié, mais c'est avec un homme. Idem pour le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, qui est ouvertement homosexuel. C'est la preuve que la survie n'est plus le souci des élites européennes. L'Europe de Bruxelles se désintéresse de la vie collective. Eh bien, il n'est pas de même pour les princes. La perpétuation du lignage est fondamentale. Et c'est cette vertu qui est au cœur du royalisme. La volonté de voir la France se maintenir et que cette France soit conforme à ses origines. L'obstination à ne pas vouloir mourir. Je pense à une lettre touchante écrite par Colbert à Louis XIV. Il venait d'administrer, de réformer le service des eaux et forêts. Et il écrit à Louis XIV en lui disant « Sire, nous avons planté 10 000 chênes dans la forêt de Tronchet. Grâce à ces chênes, en 1900, vos descendants auront du bois pour construire leur bateau. » Ça fait 250 ans avant, on plante des arbres pour faire face à l'avenir, pour que cet avenir soit conforme. Évidemment, avec en 1900, on ne fait plus beaucoup de bateaux de guerre en bois. Enfin, ça, on ne peut pas le prévoir. Donc, le royalisme, et ça c'est une chose qui n'est pas une évidence, hein, c'est quelque chose en soi, c'est même un blasphème par rapport au système républicain. Le royalisme pose clairement, par son principe même, que la continuation et le renouvellement d'une nation se fait par les voies naturelles, celles de la filiation. Et ça, c'est quelque chose que
si vous y prêtez attention, l'idéologie officielle nie pleinement. Et elle envisage l'idée qu'une nation ne se renouvelle plus du tout par la filiation, mais seulement par l'adoption, par l'immigration, par tout ce qu'on voudra, par le contrat, mais certainement plus par la filiation. Et puis, la monarchie, le fait d'être royaliste, ça implique la volonté d'établir un régime qui, par nature, est homothétique. Homothétique ou fractal, si vous préférez, ça veut dire simplement que c'est un régime qui reproduit le même modèle à tous les niveaux de la société. Il y a une façon pour la monarchie de donner un exemple, l'exemple de la transmission par les enfants, aux enfants, d'un héritage conservé. Les pères sont censés insuffler à leurs enfants un héritage, et les enfants sont censés voir le monde avec les mêmes yeux que leur père. La reproduction à l'identique. Et ça, c'est une chose qui n'est pas du tout une évidence. Le comte Ferrand, un ministre de Louis XVIII bien oublié, qui avait été contre-révolutionnaire, qui avait combattu dans les armées de Condé, etc., mort en 1823, qui disait, en 1814 à Louis XVIII, « Un roi héréditaire dans un pays qui aurait laissé bannir l'hérédité à tous les barreaux de l'échelle de la société serait vite réduit à une survivance, et la royauté ne serait plus que l'ombre d'elle-même. » C'est qu'il y a dans la notion de royalisme une figure archétypique du père qui est incluse dans l'image de la royauté et qui est en elle-même programmatique. Elle implique l'acceptation de la hiérarchie, la volonté et la persévérance. Les royalistes, en effet, sont des gens têtus. Sans cet entêtement merveilleux que je salue en vous, comment expliquer la persistance de l'idée monarchique 224 années après la décapitation de Louis XVI? Et de cette vision naît le besoin de l'harmonie et de l'ordre. Car l'ordre contient nécessairement, comme le disaient les anciens Grecs, une dimension esthétique. C'est ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos. Le beau et le bon ne sont qu'une seule et même chose, n'est-ce pas? La floraison des arts, la jeunesse des styles, qui sont les fruits de ce que la monarchie française a favorisé au cours des siècles. Être royaliste, c'est aussi être attaché à l'équilibre des formes, dans la langue comme dans les beaux-arts. C'est ce que l'on appelait à l'époque classique le grand goût des rois. Et d'ailleurs, cette dimension esthétique est un marqueur qui manque piteusement à toutes les critiques qui sont faites aujourd'hui à l'égard des atteintes commises par notre société sur l'environnement, la préservation des paysages, le sens de la qualité. En cette société qui est, selon le terme de Renaud Camus, le siècle de la camelote, permettrait de montrer la voie vers une maîtrise plus grande des effets désastreux causés par un système économique déboussolé. Voilà. En conclusion, je vous remercie de m'avoir écouté, je n'ai pas tout à fait fini, mais c'est presque fini. En conclusion, nous ne savons pas très bien de quoi l'avenir sera fait. Notre aujourd'hui est plein de noires nuées, de sorte qu'aucun pouvoir ne peut se vanter de tenir les leviers de la stabilité pour notre pays. Cependant, nous savons que rien ne peut être sauvé sans retrouver les règles de la politique naturelle, fondée d'abord sur la famille, et notre nation ne pourra retrouver sa verticale que par l'arbitrage de sa dynastie nationale, tant il est vrai que, comme le disait Maurras, nous savons tous, confusément ou non, que la nation française est la seule grande nation d'Europe qui s'enorgueillisse d'avoir tiré sa race de roi des entrailles de son terroir et de sa population. Le roi de France reste le vivant visage de la patrie. Je vous remercie.